Nous sommes tous activés différemment selon ce que l'âme choisit. Donc pour certains, ça peut être par une expérience de mort imminente où cela change leur conscience et ils commencent à voir des intelligences non humaines ainsi que des êtres angéliques, par exemple. Pour d'autres, ça peut être, vous savez, une manière différente dont leur conscience a basculé. Une passerelle, quelque chose comme l'ayahuasca ou une expérience chamanique pourrait très bien en être le catalyseur. Tout ça, c'est dans le même panier. Ce n'est pas séparé parce que, vous savez, quand je parle à quelqu'un, sa programmation et son système de croyances détermineront comment il interprète son expérience. Par exemple, s'ils sont très religieux, ils peuvent dire « Eh bien, j'ai vu des anges ». Pour quelqu'un d'autre qui n'est pas religieux, il dira « Oh, j'ai vu des êtres de lumière ou un être d'énergie ». Souvent, c'est la même intelligence. C'est juste la perspective et la programmation de cet individu en particulier. Bonjour tout le monde, bienvenue au Ask Julie Ryan Show. C'est là où nous mélangeons spiritualité et sens pratique pour vous aider à vivre une vie pleine de sens et de joie. Nous recevons Mary Rodwell dans l'émission aujourd'hui. Mary est une ancienne infirmière, conseillère, maître Reiki et hypnothérapeute qui est internationalement reconnue pour son travail de recherche auprès de milliers de familles qui ont vécu des rencontres avec des intelligences non humaines. Alors, vous savez, je vais avoir plein de questions pour Mary concernant ses recherches et ce qu'elle croit être derrière ces rencontres d'OVNI. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager cet épisode avec vos proches. Discutons maintenant avec Mary. Mary, bienvenue dans l'émission. Ravie que vous soyez là aujourd'hui. C'est un immense plaisir, Julie, et merci de m'avoir invitée. Oh, l'honneur est pour moi. Allons droit au but. Que sont les enfants étoiles et cristal? Eh bien, disons les choses ainsi. Les enfants étoiles viennent sur cette planète, je pense, depuis peut-être plus de 100, 200 ans en plus petit nombre, mais ont commencé à s'incarner beaucoup plus et bien plus rapidement au cours des dernières générations. Avec cela viennent les différents noms donnés à ces enfants étoiles. Et c'est souvent dû à leur mission, leur but. Donc, nous avons les indigos, les cristaux, les enfants arc-en-ciel, les enfants dorés, et ainsi de suite. Chacun de ces différents types est venu, comme je le dis, avec un programme différent. Certains sont guérisseurs. Les indigos sont les guerriers, par exemple. Donc certains, les enfants cristal, travaillent avec cette fréquence. Donc ce sont toutes des fréquences différentes qui sont venues de partout dans le cosmos, pas seulement de notre univers physique, mais interdimensionnellement aussi et extradimensionnellement. Donc nous avons certains de ces merveilleux avatars qui arrivent sur notre planète en ce moment pour aider avec ce que je crois être un changement de la conscience humaine. Alors que les gens s'éveillent, ils s'éveillent à qui ils sont vraiment, et à leur mission sur cette planète en ce moment. Je veux aborder ça dans une minute, mais pouvez-vous plus succinctement définir ce qu'est un enfant étoile? Comment savons-nous qu'un enfant, peut-être un de nos enfants ou petits-enfants ou un de leurs amis, comment savons-nous que celui-ci est un enfant étoile? Ce serait quelque chose qui nous donnerait certaines vous savez, des anomalies ou des spécificité de ce qui fait de quelqu'un un enfant étoile. Comment peut-on le savoir? C'est ce que je demande. Et Julie, c'est une bonne question. J'ai un questionnaire que j'envoie aux gens quand ils me contactent. Mais certaines des choses simples sont que beaucoup, surtout les nouvelles, mises à niveau de l'humain, sont très conscients qu'ils sont venus avec une mission et un but. Vous aurez des enfants de 6, 5, 6, 7 ans, 10 ans, je viens ici, de n'importe quel autre endroit, comme vous savez, un enfant de 10 ans m'a dit qu'il était venu par un portail dans le soleil, par exemple. Vous en avez un autre qui dit qu'il vient d'une autre, vous savez, d'une autre planète et que c'est sa première incarnation. Donc certains d'entre eux vous disent ça, ce qui est assez étonnant. Comment inventer ça? Eh bien, certaines des choses qu'ils peuvent dire à leurs parents sont parfois vraiment tout à fait incroyables. Les autres manières de savoir, les générations plus âgées qui n'ont peut-être pas tout à fait activé ce côté d'eux-mêmes, diront souvent « Je n'aime pas cette planète. Ce n'est pas chez moi. Je veux rentrer chez moi. Je n'aime pas être ici. Je ne me sens pas à ma place. J'ai l'impression d'avoir été adopté. J'ai l'impression d'avoir une mission ou un but. » Ils se sentiront très, et j'utilise le mot avec précaution,
aliénés d'être sur une planète qu'ils ne comprennent pas, la façon dont les humains fonctionnent. Ils diront, vous savez que ça ne leur semble pas normal, ça ne semble pas juste, ça semble très barbare. Ils ont souvent le sentiment d'avoir une mission ou un but et diront, je ne suis pas vraiment sûr de pourquoi je suis ici, mais vous savez, je trouve que beaucoup d'entre eux sont conscients multidimensionnellement. Vous savez, beaucoup d'entre eux sentent des présences, vous savez, voient différents champs d'énergie et donc ils sont ouverts, s'ouvrent à ça. Mais ils sont très confrontés par comment nous vivons sur cette planète et trouvent ça très, très difficile et se sentent toujours comme des étrangers ici. Et c'est souvent ce qui en ressort. Et ils diront ça, même des enfants l'ont dit, je veux rentrer à la maison. Mais ce n'est pas la planète Terre, vous savez. Donc le questionnaire couvre vraiment beaucoup de ça parce que beaucoup de gens pensent que ça n'arrive qu'à eux. Et ils me diront, vous savez, je ne peux parler de ça à personne. Personne ne comprend. Ils pensent que je suis folle. Ils ne réalisent pas que sur cette planète, il y a pas seulement des milliers, des millions, mais des milliards de gens qui vivent des expériences et se sentent différents, mais jamais assez en sécurité pour dire qu'ils sont différents parce que la manière dont ils sont, dont ils se sentent, est traitée ou incomprise. Et pourtant, elles sont là, comme je dis, par millions, probablement par milliards. Voyez-vous parfois des enfants étoiles qui ne disent pas ces choses, mais peut-être semblent plus avancés, comme dès le départ. Ils semblent plus matures, ils semblent savoir plus de choses qu'ils ne pourraient absolument pas savoir. Vous leur parlez de quelque chose et ils ont une partie rationnelle de leur esprit qui va bien au-delà de leur âge chronologique. Serait-ce là aussi des exemples d'enfants étoiles peut-être? Absolument. Et certains d'entre eux s'appellent même des hybrides. Je parlais à une enfant de 7 ans qui m'expliquait qu'elle était en partie aviaire bleue, en partie humaine. Elle est venue ici avec des capacités de guérison et que quand elle pratique la guérison, elle active en fait non seulement la guérison chez quelqu'un, mais elle les active pour qu'ils fassent leur propre guérison, par exemple, mais très claire sur le fait que sa vraie famille est sur une autre planète. Un enfant de 10 ans m'a expliqué que c'était sa première incarnation. Il venait d'une planète où il était sous une forme humanoïde bleue. Il était une graine centrale, ce qui signifie qu'il peut se connecter au centre de cette planète. Et sa mission ici, principalement, est d'aider avec la pollution de la planète et d'aider réellement à la guérir. Je veux dire, il était capable de voir interdimensionnellement les yeux ouverts, par exemple. Et beaucoup d'entre eux parlent de leur, nous dirions imaginaire, mais pas imaginaire, êtres qui les soutiennent, qui leur disent des choses. Je me souviens d'une adorable enfant de 12 ans m'expliquant que quand elle est dans sa salle de classe et que l'enseignant dit quelque chose d'inexact, l'être qui est avec elle, son guide, si vous voulez, son guide spirituel, dit que ce n'est pas exact. Voici ce que tu dois savoir. Ils sont très conscients des dimensions. Je me souviens d'un enfant de 7 ans expliquant qu'il va interdimensionnellement sur d'autres planètes. Et j'ai dit, eh bien, comment fais-tu ça? Il a dit, j'utilise les runes et je passe par un portail dans les runes. Mais je dois connaître le nombre mathématique de la planète pour pouvoir réellement me connecter à sa fréquence. Ce sont des choses qui dépassent de loin tout ce qu'ils pourraient voir ou lire. Et compte tenu de leur âge aussi et de leur compréhension, c'est assez époustouflant. D'accord, je veux revenir là-dessus plus tard. Je prends note, les runes et les fréquences mathématiques. Oui, je veux revenir là-dessus. C'est un sujet vraiment intéressant. Est-ce que vous, et encore dans une minute, je vais faire une analyse approfondie sur les changements de l'humanité et tout ça. Pouvons-nous, nous, simples mortels, comme dans Ma sorcière bien-aimée, la série télé, pouvons-nous apprendre la télépathie, le voyage interdimensionnel, la communication avec les esprits, les guides et tout ça? Pouvons. Je sais qu'on peut le faire, j'enseigne aux gens comment. J'ai appris à le faire. Est-ce que ça veut dire que quiconque apprend ça en tant qu'humain est une semence d'étoile ou un enfant cristal? Ou est-ce que ça veut juste dire que l'humain, l'entité, a la capacité d'apprendre ces choses qui sont peut-être juste plus au premier plan parce que c'est plus inné et compris par les entités venant d'autres
système solaire et d'autres planètes? Est-ce que ça a du sens? Je veux dire, est-ce que ça veut dire que tous ceux qui peuvent faire les trucs un peu perchés que je fais et que j'enseigne à mes diplômés et étudiants comment faire, est-ce que ça veut dire que nous sommes tous des enfants cristal ou des enfants étoiles? Est-ce que ça veut dire que nous sommes humains et que nous avons appris à faire des choses que ces autres entités peuvent faire? Julie, c'est une bonne question. Ce que je crois, et j'ai, vous savez, découvert ça moi-même, c'est que nous avons tous intrinsèquement ces capacités. Moi aussi. Qu'elles ont été mises là, dans notre ADN, par le nombre d'espèces différentes qui ont créé Homo sapiens sapiens. Et j'aborde comment nous avons été créés à partir des espèces indigènes bipèdes, que ce soit Cro-Magnon ou Néandertal ou autre. Et il y avait le chaînon manquant. Et Homo sapiens sapiens a alors développé une taille de cerveau double. Et il y avait au moins apparemment 12 espèces différentes impliquées là-dedans. Certains disent même jusqu'à 22. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient pas activé tout notre ADN. Nous n'avons qu'environ 5% des 100% dont nous savons ce que fait notre ADN. Le reste était considéré comme dormant ou ADN poubelle. ADN qui est en train d'être activé. Et à mesure qu'il est activé, plus de ses capacités sont activées avec lui. Certains de ces enfants naissent avec plus d'ADN activé. C'est pourquoi ils sont naturellement intuitifs, travaillants, multidimensionnellement, et ainsi de suite. Nous avons tous la capacité d'activer cela. Et ça peut être activé par l'observation d'un ovni ou en montant dans un vaisseau, peut être activé par une expérience de mort imminente, une expérience hors du corps, la vision à distance ou une expérience chamanique. Ça pourrait être activé selon le voyage de l'âme. Cela dépendra de comment ils sont activés. Mais tout le monde peut faire ça. Ce n'est pas. Et je me suis surprise moi-même parce que, vous savez, en tant que j'étais infirmière et sage-femme et très pratique et terre à terre. Et c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que je rejoigne un groupe pendant 3 ans où j'ai aussi appris à ouvrir ce côté de moi-même. Et j'étais très sceptique au début, jusqu'à ce que certaines choses se produisent que je ne pouvais vraiment pas quantifier d'une autre manière comme étant réelles. Et comme vous, j'aide beaucoup d'individus à travailler avec ça, parce que lorsqu'ils sont activés, ils peuvent être très effrayés, comme vous le savez bien. Ils ne savent pas comment le gérer, ils ne savent pas quoi, s'il faut y faire confiance, et tout ce genre de choses. Et tout ce dont ils ont besoin, ce sont souvent quelques outils pour savoir comment qualifier et valider cela suffisamment pour y faire confiance et avoir confiance en cela. Et je sais que vous faites un travail merveilleux en faisant cela. Et c'est quelque chose qu'on me demande souvent de faire, parce que parfois, ce n'est pas seulement par l'hypnose que les gens veulent relier les points. Parfois, ils vivent tous ces phénomènes qui se produisent, souvent très rapidement. Ils peuvent juste avoir eu quelque chose qui les a activés. Et ensuite, ils se retrouvent à sentir des présences, voir des orbes, recevoir des téléchargements d'informations et à penser « qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? Vous savez à qui suis-je connecté et qu'est-ce que tout cela signifie? » Donc, vous savez, mon travail consiste souvent à les aider à gérer ça et à l'intégrer d'une manière qui leur permette d'y avoir confiance. Mais nous avons tous ces capacités, j'en suis absolument certaine. Et je pense qu'une partie de l'idée maintenant que nous sommes activés, c'est parce que nous sommes préparés à créer une nouvelle réalité, un nouveau monde, qui est bien plus holistique, aimant et connecté que ce que nous avons pour le moment. Je ne l'avais jamais entendu décrit ainsi. C'était fabuleux. Comment vous l'avez dit? Qu'il peut y avoir différentes occurrences qui peuvent activer nos capacités. J'ai suivi des cours pendant plusieurs années dans un institut de génétique et génomique ici en Alabama, à Huntsville, Alabama. Et ces types sont tous des généticiens de haut niveau, du monde entier. Et j'ai entendu dans une des conférences qu'il y avait un tas d'ADN poubelle chez tout le monde et j'ai entendu l'esprit dans ma tête dire que c'est absurde, juste comme ça. Je veux dire, pourquoi y aurait-il de l'ADN poubelle? Il y a toujours une raison d'être. Et vous l'avez dit si éloquemment, peut-être en sommeil, mais tout a une raison d'être. Ce n'est pas de la poubelle. C'est la première chose. L'autre chose que j'adore dans ce que vous venez de dire, c'est comment différents événements peuvent activer nos capacités intuitives,
psychiques et médiumniques, même par eux-mêmes. Et c'est ce que je fais dans mes cours. Je dis que c'est un transfert d'énergie de moi à vous à un niveau super élevé. 10%, c'est de la technique. La majeure partie est un transfert d'énergie. Donc ça, en essence, est une activation, un événement. Je n'y avais jamais pensé ainsi. Mary, c'était magnifique, comment vous l'avez exprimé. Bravo. Comment vous êtes-vous intéressé à tout ça, les ovnis et le contact, le phénomène de contact ET? Je veux dire, vous passez d'infirmière. Avez-vous vu un ET à l'hôpital quand vous étiez à l'hôpital ou quoi? Comment tout cela a-t-il commencé? Bon, commençons par dire que j'ai toujours été intéressée par l'étrange et le merveilleux. Je dis toujours que c'est étrange et merveilleux. J'ai un livre là-dessus parce que j'ai toujours été intriguée par les grandes questions, même quand j'étais petite, mais je suis devenue infirmière et j'ai été sage-femme plusieurs années. C'était au Royaume-Uni ou c'était après votre arrivée en Australie? Oh, c'était avant l'Australie. J'ai été formée au RU comme infirmière diplômée d'État, puis sage-femme. Je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants, puis on m'a invitée à apprendre le counseling dans un cabinet médical local. Je ne savais pas vraiment ce qu'était le counseling car c'était très nouveau, il y a 40 ans, 35, 40 ans. Mais ce que j'ai trouvé fascinant dans le counseling, c'est qu'on cherchait un moyen d'arrêter la maladie parce que je voyais que beaucoup de traumatismes émotionnels menaient souvent à la maladie. Et ça m'a plu. J'aimais l'idée d'envisager la prévention plutôt que la guérison. J'ai continué le counseling en Australie et travaillé dans le deuil et l'accompagnement en soins palliatifs. Quand les gens meurent ou sont confrontés à leur mortalité, qu'ils aient perdu quelqu'un ou soient mourants, toutes les grandes questions surgissent et on me demandait « Croyez-vous à la vie après la mort ?» Vous savez, ou alors ils avaient une expérience, ou ils croyaient, vous savez, que grand-père ou maman communiquaient encore avec eux alors qu'ils étaient morts et partis. Je n'avais jamais eu de problème à croire qu'il y avait une vie après notre vie physique, que, vous savez, nous avions une âme et qu'elle continuait. J'ai toujours cru cela, je l'ai toujours pleinement accepté. Mais j'ai toujours pensé que c'était quelque chose que les personnes douées pouvaient percevoir et que la plupart d'entre nous n'avions pas ça. Mais ce que j'ai découvert, c'est que quand on m'a invité à explorer cet aspect des choses, j'ai été invité à un groupe. Et ce qui était intéressant à propos du groupe, c'est que 2 d'entre eux étaient psychologues cliniciens, soit dit en passant, et une était infirmière cadre. Alors je me suis dit, bon, si je deviens folle en bonne compagnie. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un peu ça. J'ai passé 3 ans et on a exploré toute la gamme. Vous savez, tout ce que vous pouvez imaginer, on l'a fait. Vraiment. La guérison à distance, toutes ces choses, ce qui s'est passé là-bas, m'a absolument convaincu que c'était tangible et réel. Mais je venais de faire tout ça quand, de manière synchrone, j'avais repris des livres intéressants et l'un était du Dr. John Mack, le psychiatre de Harvard, professeur, qui avait écrit Enlevé, Rencontres humaines avec des extraterrestres. Et je l'ai pris à la librairie, et aussi celui de Whitley Strieber, Communion. Donc, d'un côté, il y avait l'expérimentateur, de l'autre, le professionnel qui décidait ce qui se passait. Et il était absolument convaincu, le docteur John Mack, que c'était réel. Quelques semaines plus tard, un monsieur passe la porte et me dit « Mary, j'ai entendu dire que vous étiez ouverte d'esprit à ce sujet. On pense juste qu'ils sont... Il n'y a pas de groupe de soutien pour ça, ils pensent qu'ils sont juste fous. » Et il m'a parlé de se réveiller avec des marques sur le corps, des zones rasées, sa compagne avait des expériences. Les enfants avaient des expériences. Il a dit « Personne ne veut venir à la maison parce qu'ils pensent que ce sont des démons. Et pouvez-vous aider ?» Je venais de lire ses livres en pensant que c'était une expérience très étrange et inhabituelle. Et voilà mon premier cas qui passe la porte, me racontant son histoire. Il était absolument crédible. Et en fait, il est devenu un très bon ami et lui-même auteur. Et à partir de là, j'ai commencé à tomber dans le terrier du lapin. Et je pensais toujours que c'était rare. 2 semaines plus tard, une autre dame arrive. Elle a des expériences. Je lance un groupe de soutien. 12 personnes sont venues et depuis 3500 personnes plus tard, j'ai travaillé avec des familles, des enfants, etc. Il n'y a aucun doute, absolument aucun doute dans mon esprit quant à sa réalité. Et j'en ai eu l'expérience. Vous savez, mon plus grand problème, et pourquoi je pense que c'est si merveilleux de faire des interviews comme celle-ci, Julie, c'est
de redonner aux gens la compréhension et la conscience que ce qu'ils vivent est réel. Et la seule raison pour laquelle ce n'est pas considéré comme réel, c'est à cause d'un embargo sur la vérité, où ils ne veulent pas que les gens comprennent que nous sommes visités, que nous avons été visités tout au long de l'histoire, et que beaucoup de ceux qui croyaient que des dieux nous visitaient, eh bien, beaucoup d'entre eux, j'en ai peur en ce qui me concerne, n'étaient pas des dieux. Ils étaient certainement nos géniteurs, mais ils étaient en fait des intelligences non humaines, mais considérées comme des dieux, simplement à cause de leur technologie et de leur capacité. Mais c'est un autre aspect de cela que j'ai exploré. Mais ne pensez-vous pas que ça me semble logique? Parce que dans ces anciennes grottes égyptiennes et bien avant JC, des trucs, ils montraient des êtres stellaires, faute d'un meilleur terme, et ils montraient ces choses qui ressemblaient à des vaisseaux spatiaux. Bon sang, comment auraient-ils su ça? Ces gens, pour la plupart, étaient illettrés. Pourquoi auraient-ils dessiné ça sur les parois des grottes? Et c'est une raison principale pour laquelle je voulais vous inviter, car je sais combien vos recherches sont approfondies et je sais que vous êtes une personne normale qui a une pensée linéaire, qui a vu la recherche, parlé à des milliers de familles et personnes, et vous savez, vous avez de la crédibilité, vous n'êtes pas juste quelqu'un sans bagage de recherche et sans formation formelle, non que vous ayez été formé sur les ET et autres planètes, mais le travail que vous avez fait est si concluant, d'après ce que j'ai lu. Donc, j'étais ravie quand vous avez accepté notre invitation, car je voulais vraiment faire une exploration approfondie avec vous. Donc, vous vous y êtes mise. Pensez-vous que vous étiez guidée quand vous avez lu ces 2 livres et Puis le type est arrivé, oui. L'équipe, comme je l'appelle. L'équipe? Alors, tu penses que tu vas suivre cette voie, Mary? Non, pas du tout. Tu vas suivre celle-ci. Vous savez exactement ce que je veux dire, alors je dis, d'accord, peu importe. Je leur ai dit de faire en sorte que ça reste intéressant. Et je resterai car je n'aime pas m'ennuyer. C'est le deal principal conclu. Faites que ça reste intéressant pour moi et je resterai. mais bon, et la façon dont nos vies se déroulent quand on suit là où on est guidé, comme vous l'avez fait, comme je l'ai fait, c'est que ça se déroulera de manière inimaginable. On ne peut pas l'imaginer parce qu'il n'y a pas de cadre de référence pour ça. Et ça finit normalement par être bien plus agréable et bien plus fascinant qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer. Seriez-vous d'accord? Je n'arrive pas à croire ce qui s'est passé depuis que j'ai suivi cette voie et où ça m'a mené et les personnes incroyables qui m'ont été présentées. Et je dis que le cadeau, c'est d'avoir rencontré des personnes parmi les plus conscientes de la planète. Qui voudrait plus? Bien, revenons à ça. Cette information a été cachée depuis la nuit des temps. Par qui et pourquoi? Eh bien, c'est une question intéressante. Je pense que sans aucun doute, ces géniteurs et les différentes espèces qui ont été impliquées avec nous nous ont surveillés tout au long de l'histoire. Et comme je le dis, je crois que, je dirais peut-être que tous sont réellement des intelligences non humaines de diverses sortes. Je ne les aurais certainement pas vus comme des dieux. L'essentiel, c'est qu'ils ont surveillé nos civilisations, nos cultures pendant de très, très nombreuses centaines de milliers d'années et ainsi de suite. Et c'était intéressant parce qu'une petite fille de 8 ans m'a confirmé quelque chose sur les agendas, parce qu'elle m'a dit qu'elle était si excitée. Sa mère m'a parlé depuis les États-Unis. Elle avait eu une expérience 2 jours auparavant où elle avait été emmenée sur un vaisseau. Elle se souvient de tout consciemment, emmenée sur une planète pour en apprendre davantage sur la lévitation et l'utilisation de son troisième œil. Elle a raconté et ensuite ils m'ont emmenée avec eux et m'ont montré en détail comment ils pratiquent le génie génétique sur différentes espèces et comment ils procèdent pour ensemencer d'autres planètes. Donc on lui montrait tout ça et elle était impatiente de me dire à quel point tout cela était excitant et qu'on lui montrait ça. Je veux dire, c'est d'une enfant de 8 ans dont on parle, d'accord? Et c'est ce qu'ils font. Et certains des maîtres généticiens sont les êtres mantes, par exemple. Ils sont très anciens et très, très sages, et ce sont souvent les maîtres généticiens, mais c'est ce qu'ils font.
Ils ensemencent d'autres planètes avec la bonne combinaison d'intelligence et ensuite observent l'espèce évoluer à partir de ça. Et ils font partie de cette évolution. Ils guident. Et c'est pourquoi certains d'entre eux interviennent. Ils peuvent être vus comme des dieux, mais ils ont divers mandats. Et certains, je pense, ont un agenda plus aimant peut-être que d'autres. Et je ne vais pas entrer là-dedans maintenant, mais il y en a certainement qui ont leurs propres agendas et tout ça, mais finalement ceux qui ont interagi avec ceux à qui je parle, parce que vous savez, il y a tellement de choses, vous savez, qui sert ses propres intérêts, qui ne le fait pas. Une chose vraiment utile, c'est que j'ai cofondé la fondation Free du Dr. Edgar Mitchell. Avec ça, nous avons mené cette enquête auprès de 4200 personnes mondialement. 600 questions approfondies basées sur des souvenirs conscients. Nous avons découvert ceci. 85% de ceux ayant eu des rencontres ont vécu une transformation psychospirituelle. Donc, si on regarde le résultat de la plupart des interactions, 85% l'ont vu comme positif et transformateur. Et c'est vraiment important, étant donné que tout le monde dit, eh bien, ils sont tous là pour nous avoir et ils sont tous mauvais. Il y avait environ 15% qui étaient très traumatisés. Mais cela est parfois lié à certaines des abductions orchestrées par des humains. Et ça, c'est une toute autre histoire. Ce qui est aussi intéressant et important pour quiconque a des expériences, c'est que nous avons découvert que 75% des rencontres étaient hors du corps au niveau conscience, pas physique. 75%, donc seulement 20%. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'entendez-vous par là? Je veux dire que pour beaucoup des rencontres que les gens ont, leur corps reste sur place, mais leur conscience est emmenée à bord d'un vaisseau. Et ils peuvent faire des choses à bord du vaisseau ou apprendre des choses à bord du vaisseau dans leur état de conscience, leur état d'âme ou d'esprit. Donc, ils ne partent pas toujours et ne sont pas toujours emmenés physiquement. Donc, c'est comme le voyage astral. Oui, soi-disant, nous faisons tout ça quand nous rêvons. Nous allons dans différentes réalités et des choses comme ça. Et quand les gens disent, eh bien, j'ai rêvé que j'étais sur un vaisseau spatial, etc., et je me suis toujours posé des questions. J'ai dit, eh bien, ce n'était pas un rêve. Et je vais peut-être vous dire, vous savez, parce qu'un rêve normal, on l'oublie en quelques secondes ou minutes. Si vous vous souvenez encore 10 ans plus tard de ce rêve qui n'était pas un rêve, et cela indique que quelque chose de très réel s'est produit. J'ajoute à cela aussi, Mary, j'ajoute que quand c'est une visite ou un voyage ou une excursion, c'est comme si tout était en haute définition. Les couleurs sont plus vives, les sens sont aiguisés et le truc de la mémoire est tout à fait le cas quand on se réveille de ces types de visites ou visions ou peu importe. Comment vous voulez les appeler? Parfois, les poils sur notre nuque se hérissent ou sur nos bras. Et je parle beaucoup à des gens qui disent « Oh mon Dieu, c'était si réel ». J'ai dit « Eh bien, c'est parce que ça l'était. C'était juste dans une réalité différente. Mais vous le perceviez. Et quand nous dormons, notre vibration. D'après mon expérience, et j'aimerais votre avis, Mary, d'après mon expérience, nous retournons tous à notre état vibratoire spirituel d'origine élevée. Notre cerveau se repose, on retourne à ce réglage. Pendant la journée, on est occupé, stressé, on travaille, on s'occupe des enfants, on fait tout. Mais est-ce que la plupart de ces rencontres se produisent pendant la nuit, quand quelqu'un dort? Est-ce que, voyez-vous une corrélation avec ça? Pas nécessairement, bien que certains diront « Je suis rentré à la maison et il n'était qu'environ 2 heures de l'après-midi. Mais soudain, j'étais tellement épuisée et si fatiguée, j'ai juste dû aller dormir et j'ai dormi pendant 3 heures. Je ne fais jamais ça. Oui, parce qu'il mettait quelque chose dans la conscience de cet individu parce qu'il le voulait à bord du vaisseau pour un but ou une raison quelconque. » D'accord, OK. Mon cerveau. J'ai tellement de questions pour vous. Il tourne à plein régime ici, alors revenons un peu en arrière là-dessus. Vous avez mentionné Edgar Mitchell et pour ceux qui ne le savent pas, il était pilote de l'US Navy. Il avait un diplôme d'ingénieur aéronautique du MIT. Je veux dire, c'est sérieux. Il était astronaute de la NASA sur Apollo 14. Il a marché sur la Lune.
Donc, ce type était un penseur linéaire, sérieux et brillant. Et je sais que vous avez fait des recherches avec lui. Il a été l'un des pionniers pour diffuser cette info au grand public. Beaucoup pensaient qu'il avait perdu la tête, le prenaient pour un excentrique. Il n'y avait rien d'excentrique chez lui. Il était brillant. Alors, dites-nous en plus sur ce qu'il a fait et comment il a apporté de la légitimité, si vous voulez, à toute cette conversation. Il semble être l'un des premiers, d'après ce que j'ai pu lire, juste un aperçu très superficiel. Parlez-nous de ce qu'il a fait et comment ça a changé l'ère du temps. La façon dont les gens pensent assez, vous savez, c'est extraterrestre, si vous voulez, faute d'un meilleur mot. Eh bien, comment c'est arrivé? C'est que, vous savez, les gens ne réalisent pas qu'il a eu une expérience assez transformatrice quand il était dans l'espace de toute façon, comme beaucoup d'entre eux. Il s'est certainement passé quelque chose là-bas. Mais comment il a été amené dans tout ce domaine de recherche que nous avons fait? C'était par l'intermédiaire d'un monsieur nommé Ray Hernandez, un avocat qui a eu cette expérience incroyable avec sa femme, où il avait un chien malade. Et aux petites heures du matin, ils ont entendu le chien et ils sont descendus et ont vu cet être d'énergie qui apparemment faisait quelque chose avec le chien, puis a disparu et le chien a été guéri. Il s'est passé beaucoup plus de choses que ça, mais ça a complètement changé la compréhension de la réalité de ce monsieur. Il était athée, en gros, et il ne croyait en rien, bien que sa femme était très religieuse. Il m'a écrit et c'était dense. Je vais faire court. Quand j'ai enfin pris contact avec lui, il a dit « J'ai reçu cette information que je dois faire quelque chose par rapport à tout ça et je dois faire des recherches et je dois examiner ça d'un point de vue scientifique. » Et tout ça, il a dit, et j'ai dit « Eh bien, je connais le Dr. Rudy Shield, astrophysicien, un ami. J'ai dit que je pouvais vous mettre en contact. En moins de 24 heures, ils se sont contactés. Le Dr. Rudy Shield a dit « Je connais le Dr. Edgar Mitchell. Aimeriez-vous le rencontrer? » Et c'est comme ça qu'on a créé. Et parce que Ray avait parlé au Dr. Edgar Mitchell de ces informations qu'il avait en tête sur la création d'une étude scientifique et qui serait crédible. Immédiatement, le Dr. Mitchell l'a invité à le rencontrer. Et c'est de là que Free est réellement né. Nous avons fait venir des universitaires, tout un éventail de, pas seulement du monde universitaire, mais des spécialistes et des chercheurs dans ce domaine, et avons fini par réaliser cette enquête qui a pris plusieurs années et a fini par aboutir à ce livre en particulier. Et je peux d'ailleurs vous en envoyer un PDF, c'est j'essaie de me souvenir du titre, Au-delà des ovnis, la science de la conscience et du contact avec l'intelligence non humaine, c'est le livre, épais comme ça, avec toutes les questions et toute la compréhension qui en a découlé. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que les principales interactions avec ces intelligences sont les humanoïdes. Pas du tout les petits états gris, mais les humanoïdes sont en tête de liste de ceux que les gens voient. Qu'est-ce qu'on entend exactement par un humanoïde? Un humanoïde ressemble à Nous. Mais en fait, c'est un ET. Il se promène parmi nous de toute façon, soit dit en passant. Je suis sûre que vous savez qu'il marche parmi nous et vous ne verriez pas la différence. Eh bien, ce qui me fascine à propos des ET et des vaisseaux spatiaux, et je veux approfondir ça dans une minute, mais ce qui me fascine, c'est tant de choses dont je suis témoin dans mon travail que je fais. La guérison, la communication télépathique, le fait de pouvoir explorer les vies antérieures, les vies futures, les vies sur d'autres planètes. Je reçois ce que j'appelle des téléchargements divins de l'esprit. D'après le peu que j'ai lu à ce sujet, tout ça, ce sont des choses faites par ces entités supposément non humaines qui viennent nous rendre visite ici sur Terre. Et je trouve fascinant que nous soyons capables de développer ces compétences. Ces êtres le font déjà. Alors, quelle est la corrélation? Est-ce que c'est cette ADN poubelle dont nous avons parlé il y a une minute que nous sommes capables de développer ou ça me fascine de savoir qu'il y a plus dans cette histoire qu'il n'y paraît certainement dans les compétences que mes diplômés et moi avons pu développer.
et d'autres, et puis qu'elles sont très similaires à ces autres entités qui viennent supposément d'autres planètes. Pour revenir au Dr. Mitchell, a-t-il partagé avec vous son expérience spirituelle dans l'espace? A-t-il vécu quelque chose avec un autre être d'une autre planète qui l'a mis sur cette trajectoire? Je veux dire, y a-t-il eu un catalyseur en particulier qui l'a poussé à vouloir commencer à rechercher ces choses au lieu de juste, je penserais, et c'est une grosse supposition, que la plupart des gens dans les communautés scientifiques, s'ils pensent qu'il se passe quelque chose avec des entités d'autres, galaxies et tout ça. Leur carrière dans leur rôle scientifique pour en parler. Quel a été le catalyseur pour le pousser, lui en particulier, à parler de ça et à vouloir en faire quelque chose? Oui, je veux dire, il a créé l'IONS comme partie d'une organisation qui étudiait la conscience. Et je pense qu'il a eu une sorte de changement de conscience, bien que je n'en connaisse pas les détails exacts. Mais Lyons, ce sont les expériences de mort imminente, non? Oui, j'ai parlé avec eux. J'ai été conférencière pour eux. L'essentiel, c'était que ce que ça reliait et ce qu'ils comprenaient, c'est que nous avons tous une manière différente d'être activés selon ce que l'âme choisit. Donc pour certains, ça peut être par une expérience de mort imminente ou cela change leur conscience et ils commencent à voir des intelligences non humaines ainsi que des êtres angéliques, par exemple, ou d'autres êtres interdimensionnels, des maîtres ascensionnés. Vous savez, toute une gamme de différents types d'intelligence après cela et l'intelligence non humaine en fait partie. Pour d'autres, ça peut être, vous savez, une manière différente dont leur conscience a changé, une porte d'entrée, quelque chose comme l'ayahuasca ou une expérience chamanique pourrait très bien en être le catalyseur, ou quelqu'un d'autre qui se retrouve à faire des sorties hors du corps et des voyages astraux pourrait être la manière dont ils sont introduits à la réalité supérieure. Tout ça, c'est dans le même panier. Ce n'est pas séparé. Parce que quand je parle à quelqu'un, la façon dont il interprète son expérience dépendra de sa programmation et de son système de croyance. Par exemple, s'ils sont très religieux, ils peuvent dire, eh bien, j'ai vu des anges. Pour quelqu'un d'autre qui n'est pas religieux, il dira, oh, j'ai vu des êtres de lumière ou un être d'énergie. Souvent, c'est la même. Intelligence, c'est la perspective et la programmation de cet individu en particulier. Ce qui se passe et ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est, comme les Starseeds, et nous en faisons tous partie, c'est que beaucoup d'entre eux apprennent des choses à bord des vaisseaux, en plus de ce qu'ils apprennent à être humains. Et je me souviens avoir parlé à un enfant de 8 ans. Il décrivait monter à bord d'un vaisseau. Et il a dit, et nous sommes dans un groupe, et il y a des enfants qui n'étaient pas comme nous. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il a dit, eh bien, ils n'étaient pas humains parce que leurs yeux étaient différents. Et il est dans ce groupe. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Et il a dit, eh bien, nous parlons et travaillons avec notre esprit. On nous apprend des choses, comment manipuler la matière et l'énergie et obtenir des informations. Et il a dit, et on nous apprend beaucoup de choses complexes. Et j'ai dit, eh bien, peux-tu me dire certaines de ces choses complexes? Et il a dit non, parce que c'est trop complexe pour vous. Ça, c'est un enfant de 8 ans qui me remet à ma place. Mais ce qui est aussi intéressant, Julie, est vraiment important pour les gens quand ils disent, eh bien, comment pouvons-nous prouver que c'est une réalité, que c'est très, très simple, parce que ça change complètement la perspective de la personne sur sa vie et sa philosophie. Elle devient plus consciente écologiquement, elle devient plus consciente que tout est connecté, elle change son style de vie, elle devient moins matérialiste. Tout cela arrive après leurs expériences. Et ceci en soi, non seulement ça, beaucoup d'entre eux commencent à télécharger des concepts, découvrent qu'ils ont des connaissances en tête qu'ils n'ont pas apprises consciemment. Ils peuvent commencer à découvrir qu'ils écrivent des symboles étranges, et ainsi de suite, ou à exprimer, s'ils se tournent vers la guérison, à exprimer des langages étranges, des langages de lumière, par exemple. Tout cela se produit après leur activation ou leur éveil. Si vous voulez une preuve tangible et réelle que quelque chose s'est produit pour changer leur façon de voir la vie à tout niveau et leur façon de voir leur réalité et expérience. Ce qui est aussi vraiment intéressant avec tout ça, et je veux dire, certaines œuvres d'art, certaines des fréquences qui arrivent dans la musique et tout ça, ils diront « c'était juste là dans ma tête ». Tout cela, je crois,
fait partie de l'activation de l'ADN en nous et pour donner aux gens un peu de factuels éléments d'information qui peut les aider à comprendre l'ADN. Un gramme d'ADN peut contenir assez d'informations, de toutes les informations sur Internet. Un gramme. Maintenant, pensez juste à ce qu'il y a dans notre ADN que nous n'avons pas encore réalisé et auquel nous pouvons accéder. Je crois que ce qui se passe, c'est que lentement, à mesure que nous progressons, de plus en plus de notre ADN est activé et nous devenons de plus en plus conscients, particulièrement plus conscients multidimensionnellement, de sorte que nous commençons à voir plus et à sentir plus souvent ces nouvelles mises à niveau humain. Ils ont 5 fois plus de sensibilité au toucher, à l'odorat, à la vue, à l'ouïe, et c'est pourquoi ils sont hypersensibles. Beaucoup d'entre eux sont extrêmement empathiques, mais ils ont aussi tous les aspects plus multidimensionnels, d'eux-mêmes activés, ce qui signifie qu'ils peuvent voir bien plus que le spectre visuel. Donc, ils voient des orbes de lumière, ils communiquent avec eux, ils sont tout à fait conscients de remonter à bord des vaisseaux. Et une des choses intéressantes aussi, et je ne suis pas sûre de ce que vos auditeurs vont en penser, s'ils voyagent avec leur conscience. Je me souviens de cet enfant de 8 ans me disant que ses ancêtres étaient les êtres mantes et que quand il mourra, il redeviendra une mante. Et il a expliqué que quand il monte à bord du vaisseau, parfois il s'évapore en une forme de mante. Donc, en fait, il est sous cette forme pendant un temps à bord du vaisseau, puis revient, si vous voulez, comme une conscience dans son contenant humain, son corps humain. Donc, nous examinons quelque chose de très fondamental ici, qui est la conscience elle-même. Et c'est vraiment de cela dont nous parlons. On dirait une scène de Men in Black, le film où ils ont quelqu'un qui se transforme en une autre créature. Eh bien, il n'est pas le seul, Julie, mais il a 8 ans. Alors on se dit, comment ce gamin sait tout ça? Oui, eh bien, j'ai rencontré plusieurs adultes qui m'ont dit, et l'une d'elles était une charmante jeune femme, qui était guérisseuse, et qui a dit que quand elle monte à bord du vaisseau, elle se voit dans un corps Zeta, qui est un corps gris, en tant que scientifique travaillant à bord du vaisseau. Alors j'ai dit, eh bien, où est votre corps humain? Elle a dit, oh, il est juste là-bas, presque comme s'il l'attendait. Et j'ai dit, eh bien, comment revenez-vous de votre aspect ET, dans lequel vous vous voyez à votre moi humain? Et elle décrit cette boule de lumière qui quitte le corps ET et, si vous voulez, réanime le corps humain. Donc c'est son esprit. C'est son esprit, oui. Wow, 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 wow. En aparté sur l'ADN, j'ai lu des articles sur le développement de l'ADN synthétique. Ils ont déjà les moyens de le faire pour servir d'unité de stockage pour l'information. Pour revenir à ce que vous disiez sur la capacité de l'ADN à stocker tant d'informations, et qu'il parle d'utiliser ces brins d'ADN synthétiques qui peuvent stocker genre toutes les informations disponibles sur Internet actuellement dans une fraction d'un seul brin. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, et ce qui est intéressant aussi, Mary, c'est que quand je vois des guérisons se produire avec mes clients et les gens qui appellent à mon émission, je vois des brins d'ADN et ils ont des lettres dessus. Ils sont constitués. L'ADN humain est composé de 4 acides nucléiques représentés par 4 lettres. A, T, C, G. Un brin peut avoir 100 000 lettres dessus, avoir jusqu'à 1 milliard de lettres. Et je n'y avais jamais pensé dans ce contexte auparavant. Vous venez de mentionner ça. Et ça a ravivé mon souvenir d'avoir lu sur l'ADN synthétique. Mais j'ai vu ces lettres se réarranger, se reséquencer, presque comme si on regardait l'ADN être ramené à une recette normale pour que les cellules se comportent d'une certaine manière afin de créer la santé. Mais ça, c'est fascinant pour moi qu'un seul brin d'ADN puisse avoir jusqu'à 1 milliard de lettres. C'est genre hallucinant pour moi. C'est fascinant. Allons-y. Changeons un petit peu de sujet une seconde. Vous n'arrêtez pas de mentionner les vaisseaux. Parlez-nous de ces vaisseaux. Est-ce qu'ils ressemblent aux vaisseaux de Star Wars, Star Trek? Est-ce que George Lucas a canalisé tout ça? Est-il un alien dans un
corps humains. Et il a juste eu toute cette expérience là-dessus. Quoi, les vaisseaux que nos pilotes de chasse voient, qui ne semblent pas utiliser ce que j'ai entendu. Nous avons eu Tom Palladino, feu Tom Palladino, dans l'émission, et il a dit qu'ils utilisent l'énergie plasma et que nous sommes limités par notre énergie gravitationnelle, que nous utilisons ici dans notre existence humaine. Mais parlez-nous de ces vaisseaux que vous mentionnez sans cesse. Eh bien, il y en a beaucoup, beaucoup de sortes différentes parce que nous sommes visités par peut-être pas seulement quelques-unes, mais des centaines d'intelligences différentes avec différentes formes de transport et ainsi de suite, des vaisseaux de plasma, n'est-ce pas, jusqu'aux solides en forme de soucoupe et autres également. Donc, toutes sortes de formes différentes, en forme de diamants, de pyramides, d'œufs, encore une fois, selon les différentes intelligences qui nous visitent et leur mode de voyage, etc. Et pour certains, c'est la conscience pure elle-même. Et c'est comme ça qu'ils voyagent. Comme le petit jeune garçon expliquait à propos, vous savez, d'aller vers les runes, connaissant le nombre mathématique et y allant avec sa conscience et tout ça, ce que nous sommes tous capables de faire, bien sûr également. Les différentes sortes, combien? Eh bien, laissez-moi vous donner une idée. Je parlais à une famille, il n'y a pas si longtemps, où la dame avait 8 enfants. Chacun d'eux avait eu des expériences. Et la fille aînée, quand je lui ai parlé pour la première fois, avait dessiné, je crois, quelque chose comme 260 intelligences différentes avec lesquelles elle interagit. Je pense qu'il y en a plus maintenant qu'elle a dessiné, etc. Quand on parle des gris, une dame m'a dit « On ne peut pas dire ça, c'est un gris et ils sont tous pareils. » Elle dit « Je connais 165 espèces de gris. » Donc, encore une fois, nous sommes un peu une station relais, nous sommes un peu un piège à touristes pour beaucoup de ces différentes intelligences qui nous visitent. Et beaucoup d'entre eux nous ressemblent. Pour ceux qui ignorent ce qu'est un Gris, d'accord. Eh bien, un gris ou on l'appelle un zeta, parce que certains viennent de zeta reticuli, donc on les appelle zétas ou autre chose, ou entités biologiques extraterrestres par les militaires. Mais ce sont ceux qui mesurent souvent environ 4 pieds, ont évidemment une peau grise, grisâtre, de grands yeux noirs. Le genre qu'on voit principalement chez la plupart des créatures effrayantes liées aux extraterrestres ou quoi que ce soit, et tout ça. Ils sont, vous savez, gris est l'un des noms pour ça. Mais il y a un certain nombre de ceux qui m'ont parlé qui disent que dans leur incarnation passée, ils étaient de cette espèce. Et j'ai parlé à un enfant de 7 ans. Ça va être vraiment difficile à entendre pour certains de vos auditeurs. Mais il a dit à son parent qu'il venait du futur et que dans le futur, il avait un corps gris, de grands yeux noirs et 4 doigts. Mais il était revenu à cette époque et a expliqué un peu pourquoi il l'avait fait. Donc, on ne parle pas seulement de vie passée, ce dont on parle, ce sont potentiellement des vies futures, mais le temps, on l'a découvert, n'est pas linéaire de toute façon. Donc, c'est vraiment difficile pour nos cerveaux de comprendre ça, bien sûr. Mais pour moi, je ne suis pas là pour censurer l'information, juste parce que ça ne correspond pas à mon paradigme. La réalité de quelqu'un est sa réalité et ils ont droit à cette réalité. J'essaie, du moins, la plupart du temps. C'est si important de leur accorder le respect que pour eux, c'est ainsi qu'ils comprennent la réalité. Et ils ont tout à fait le droit d'avoir cette réalité, comme j'ai droit à la mienne. Et c'est vraiment mon point de départ. C'est honorer votre expérience, ce qui est vraiment, vraiment vital dans tout ça. Eh bien, et certainement vos recherches ont montré beaucoup de points communs dans ce que ces gens disent. Et ils ne se connaissent pas et ne se sont pas parlé. Alors, on se demande comment diable pourraient-ils dire la même chose qu'ils ont vécue sans aucun contact, les uns avec les autres. Et ce n'est pas juste un ou deux, ce sont des milliers d'entre eux qui ont fait ça. On a reçu Philippe Kinsella dans l'émission, il est charmant. Vous connaissez Philippe? Je ne l'ai pas rencontré. Oui, il est tout simplement charmant. Je vous enverrai le lien de l'émission. Je pense que ça vous amusera. Et il en a parlé. Il a dit qu'il est impossible que ces points communs
puissent exister, parce que ces gens n'ont jamais eu aucune interaction les uns avec les autres. Mon autre question à ce sujet, j'en ai deux. Vous avez mentionné des formes de vaisseaux pyramidales. Comme il y a un archéologue qui a beaucoup travaillé sur les pyramides de Bosnie, et lui, Dr. Sam Agalovich ou quelque chose comme ça, il a un nom russe. Et j'ai lu beaucoup de ces informations aussi, ce qui me fascine à propos des chambres de guérison dans les pyramides. Et beaucoup d'entre elles ont de l'eau dans leur générateur d'énergie. Et c'est sa conviction que, basée sur les points communs de la façon dont ces pyramides sont positionnées d'un point de vue de latitude et de longitude, ces coordonnées sont très similaires, sinon identiques, dans beaucoup de pyramides partout dans le monde. Il croit que ça a été, en quelque sorte, une sorte d'Internet spatial, un canal de communication. Avez-vous rencontré ça? Savez-vous quelque chose là-dessus? J'ai toujours été fascinée par les pyramides. Donc, j'ai beaucoup exploré ça et j'ai regardé son travail sur les pyramides de Bosnie. Absolument. Je pense vraiment qu'il y a beaucoup de choses, outre le fait que je pense qu'elles génèrent de l'énergie. Je pense qu'elles étaient probablement de type rajeunissant. Comment devrais-je dire? Des machines, faute d'un meilleur terme et tout ça. Une des choses intéressantes sur les pyramides, dont je me souviens avoir entendu parler, il y a de nombreuses années, c'était un petit garçon, il avait 5 ans, et sa maman parlait de la construction des pyramides. Et de tous les esclaves, apparemment, qui construisaient les pyramides, et ainsi de suite. Et il s'est mis très en colère contre elle, et a dit « Non, tu as tout faux ». Il a dit « Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé ». Il a dit « Parce que j'y étais ». Et il changeait la structure de densité des objets grands et petits, et il les faisait léviter pour les mettre en place. Wow. Donc, ça m'a en quelque sorte toujours intriguée. Et vous savez, quand on regarde certaines recherches maintenant sur les pyramides, c'est ce qu'on entend. C'est qu'il y a, vous savez, elles n'auraient pas pu être construites même avec les machines d'aujourd'hui. Les pyramides n'auraient absolument pas pu être construites. Et qu'elles ont certaines propriétés que nous commençons seulement, vous savez, à comprendre. Et les gens, j'ai entendu de manière anecdotique tant de personnes qui ont été dans les pyramides alors qu'elles n'auraient pas dû. Elles ont réussi à y rester la nuit et ont vu des êtres apparaître et toutes sortes de phénomènes inhabituels quand elles y sont effectivement restées la nuit. Et je connais quelques personnes qui ont pu faire ça. Je pense qu'il y a bien plus à découvrir sur les pyramides. Nous commençons juste à comprendre à quoi elles servent et combien elles doivent être anciennes. Eh bien, et ça me fascine aussi qu'elles soient partout dans le monde, parce que je pensais juste qu'elles étaient en Égypte. Et puis, j'ai découvert que nous en avons ici en Amérique. Vous en avez, ils en ont partout dans le monde. Et elles sont peut-être sous forme différente en Chine et Asie qu'avec les pyramides aztèques, mais ce sont toutes des pyramides, elles sont toutes. Et elles sont toutes alignées avec ces mêmes coordonnées de latitude et de longitude. Ce qui, là, il est impossible que ce soit une coïncidence. Aucune chance, aucune chance. Voilà, pendant que vous décrivez tout ça, Mary et moi pourrions vous parler pendant des heures. Donc, j'ai juste quelques questions de plus alors que nous terminons. Mais en vous écoutant, surtout ces dernières minutes, je vois cette scène dans ma tête. J'appelle ça des téléchargements divins où je vois une personne qui a été activer les gens autour d'elle. Pas d'un point de vue conscient, mais c'est comme si vous étiez dans un groupe de personnes et la personne qui a été activée est lumineuse, son énergie est vraiment élevée. Et puis les autres personnes autour d'eux, c'est comme s'ils avaient une étincelle vers la personne suivante. Et puis toutes ces autres personnes autour d'eux s'illuminent. Comme si je vois une scène de ça qui se produit. Est-ce que ça a du sens pour vous? Est-ce que vous avez entendu dans certaines de vos recherches que ça peut être l'une des façons dont ça va se produire ou comment ça se produit, peut-être? Laissez-moi vous expliquer un peu comment j'en suis venue à voir tout ça, parce que, vous savez, je me connecte vraiment à tout ça.
Et je me souviens avoir reçu tous ces symboles, toutes ces pages de codes et autres. Et j'ai en quelque sorte dit à mon équipe, qu'est-ce que je suis censé en faire? Je ne peux pas montrer tout ça dans une présentation. Je veux dire, vous savez, j'ai tout ce matériel. Vous savez, quel est l'intérêt si je ne peux pas le montrer aux gens et tout ça? Parce qu'il n'y a pas assez de temps dans une présentation pour montrer ces rames et ces rames et ces rames. Et ils ont dit, mais Mary, une fois que vous l'avez vu, c'est sur votre disque dur énergétique. Et j'ai dit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ils ont dit, eh bien, quiconque est autour de vous ou quand vous parlez recevra ces fréquences parce que c'est sur votre cœur énergétique. Alors j'ai dit, eh bien, je vais vous dire, les gars, vous allez devoir me prouver ça parce que je trouve ça vraiment dur à avaler. Vous savez, en moins d'une semaine, j'étais à une expo sur la vie consciente et j'étais dans un panel. Et en fait, je ne disais pas grand-chose à ce moment-là. Et il y avait une dame dans le public qui s'est levée et a dit, Mary, il faut que je vous dise ça. Elle a dit, vous êtes assise là et vous ne dites pas grand-chose en fait, mais vous rayonnez toutes ces fréquences que nous recevons tous dans le public. J'avais juste besoin de vous le dire. Et j'ai pensé, alors voilà. Mais ce que je réalise, c'est que tout le monde fait ça. Tous ceux qui sont activés, activent en fait les autres. Et vous en êtes inconscient, vous n'en êtes pas conscient, mais ceux qui sont prêts à être activés captent ces fréquences. Je sais que c'est comme ça que ça se propage, toute l'activation qui se propage. Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un pousse. Ça arrive, tout simplement. Et j'ai perdu le compte du nombre de personnes qui appellent, surtout à mes émissions du jeudi soir, et ils appellent du monde entier. Et mes niveaux de vibration, vous savez, crèvent le plafond parce que je m'agite partout, scannant le foie et la peau de quelqu'un, parlant à la grand-mère décédée de quelqu'un d'autre et scannant le chien de compagnie de quelqu'un et ainsi de suite. Et j'ai perdu le compte, Mary, du nombre de personnes qui m'ont écrit au fil des ans et ont dit « Eh bien, quelqu'un a appelé et il avait la même situation médicale que moi. Et en écoutant votre émission et en visualisant ce que vous décriviez pour l'appelant, mes symptômes ont disparu. Je n'ai plus de problème. Ou je me sens tellement mieux quand j'écoute votre émission parce que c'est une vibration si élevée. Ça me met de bonne humeur pour le reste de la journée et des gens me disent tout le temps que je la laisse jouer en fond sonore quand je travaille, que ce soit pour leur travail ou qu'ils nettoient la cuisine ou plient le linge ou quoi que ce soit. Et ils diront, la plupart du temps, je ne fais même pas vraiment attention à ce qui est dit, mais ça me fait juste me sentir bien. Et donc, j'ai souvent pensé, eh bien, c'est la haute vibration avec laquelle il résonne et que ça va. Ça rejoint ce que vous mentionniez juste. Donc, ça a du sens que c'était la vision que je voyais, que quelqu'un qui était activé, pour reprendre votre mot, active les autres autour de lui. La plupart du temps, je ne penserais même pas consciemment. Oui, sans en être conscient ou se concentrer sur le désir. Oui, d'accord. Quand vous donnez des conférences dans de grands endroits prestigieux, Oxford, Cambridge, je veux dire, tous ces grandes institutions scientifiques et académiques du monde entier, comment cette information est-elle reçue? Eh bien, je la maintiens en quelque sorte au niveau où je pense que ça leur convient. Donc, vous simplifiez à l'extrême pour les gens les plus intelligents du Monde. C'est une question de langage, n'est-ce pas? Le langage est vraiment important selon à qui vous parlez. Et en tant que conseillère, on m'a dit, vous savez, vous parlez le langage de votre client. Si c'est un artisan, vous parlez comme un artisan. Si c'est un universitaire, vous parlez comme un universitaire. Et donc, des choses comme même le mot médium amènent beaucoup de « Oh mon Dieu, c'est bizarre ». Vous savez, c'est un des bizarres ou quoi que ce soit. Donc, je ne dis pas ça. Je dis que beaucoup de gens sont intuitifs et ils sentent des choses et ils ont un savoir intérieur et un sentiment. Et ça convient à tout le monde. Vous savez, vous pouvez utiliser ça et personne ne va trouver ça anormal ou bizarre ou quoi que ce soit. Je n'utilise pas clairvoyant ou clairaudient pour des gens comme ça. Je dirais juste que certaines personnes sont capables de voir au-delà du spectre visuel et elles sont capables de voir d'autres énergies et ce genre de choses. Et ça peut apparaître comme des couleurs ou autre chose. Donc, je normalise dans mon langage selon si ce sont les informations grand public. Je normalise ça. Je normalise le langage parce que je pense d'une certaine manière que ça peut rebuter beaucoup de gens parce qu'il y a tellement de connotations à certains des termes métaphysiques. Inutile d'expliquer au grand public « Oh, vous savez, ils étaient dans leur Merkaba ».
Non, mais plutôt que nous avons tous un corps énergétique. Et c'est bien avec ça que nous pouvons voyager. Donc encore une fois, je simplifie le langage, mais je le normalise en même temps pour que les gens ne soient pas ensuite confrontés à ça. Et je pense que c'est vraiment important dans ce que nous faisons, c'est que nous rencontrons les gens là où ils en sont. Sinon, les gens décrochent et se ferment. Mais ils vibrent avec votre fréquence pendant que vous normalisez le verbiage, vraiment, dans le langage. Fascinant. Dernière question. Madame Mary, pourquoi s'incarne-t-on? Pour avoir une. Expérience pour apprendre et pour grandir en tant qu'âme. Donc c'est une aventure humaine, vous savez. Et donc si ça ne vous plaît pas, vous allez devoir parler à votre soi supérieur et dire, vous savez, ce n'était peut-être pas une si bonne idée, parce que c'est pour ça qu'on s'est tous incarnés. Je crois que c'est pour apprendre, grandir, nous dépasser et apprendre de nos erreurs, non comme des erreurs, mais comme outils d'apprentissage pour comprendre plus de nous-mêmes et notre réalité supérieure. Pensez-vous que nous vivons plusieurs vies simultanément? Je pense que c'est possible, car j'ai posé la question, car certains se voient dans d'autres réalités, univers parallèles, lignes temporelles, disant « Comment est-ce possible ?» Et on m'a montré ma main, comme mon âme supérieure, et ces aspects de moi ayant tous des expériences. Et quand nous entrons dans notre état de rêve, souvent nous nous connectons aux autres, aspects de nous-mêmes et tout ça, et Dieu sait quoi d'autre que nous faisons. Je veux dire, ça nous épaterait probablement et tout ça, mais je crois vraiment que nous avons la capacité d'expérimenter plusieurs choses dans plusieurs lignes temporelles, plusieurs réalités, quoi que ce soit. Et je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas être le cas. Je me demande, est-ce faisable? J'obtiens un oui. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Mais est-ce faisable? Oui. Vous êtes aussi charmante que fascinante, ma belle. Mon Dieu, quelle conversation fascinante et vaste et informative et intéressante et tout ça. Je suis à court d'adjectifs ici pour décrire notre conversation. Comment les gens peuvent-ils en apprendre plus sur vous et votre travail? Eh bien, j'ai un site web, acertain.com ou maryrodwood.com. Je suis sur Facebook et Telegram et je fais beaucoup de présentations, donc vous savez, il y a plein d'informations disponibles sur mon travail et mes livres. Bien sûr, Awakening in the New Human donneront aux gens une compréhension plus approfondie de ce que j'ai fait, les bêtises que j'ai causées sur cette planète. Oh mon Dieu, c'est un euphémisme. Oh mon Dieu! Très bien, tout le monde, beaucoup de choses à méditer ici. En attendant, on vous envoie beaucoup d'amour depuis notre cher Alabama et depuis l'Australie où se trouve Mary. On se voit la prochaine fois. Pour enrichir votre voyage spirituel, cliquez sur une des vidéos ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager avec vos proches.